7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Didier. Bonjour Maud, bonjour à tous. Vous nous parlez de liberté d'expression ce matin. Oui, parce que très brièvement, j'ai entendu les uns les autres réagir, parce que suite à l'interdiction d'une réunion de la France Insoumise, cri d'orfraie, protestation, oui, effectivement, il faut protester. Mais il faut protester pour tout le monde, puisque finalement, que ce soit Éric Zemmour, que ce soit la France Insoumise, finalement, la liberté d'expression ne se négocie pas. Parce qu'on pense toujours s'en extraire. Et aujourd'hui, comme le disait Roland Barthes, il y a très longtemps déjà, le fascisme ne s'est pas empêché de dire, c'est obligé à dire. Et aujourd'hui, on constate finalement que tout ce qui n'est pas la parole macroniste, la parole consacrée, n'a plus droit de citer. Quand RT France a été interdite de façon totalement scandaleuse et totalement arbitraire par M. Macron et Mme van der Leyen, alors qu'elle respectait stricto sensu sa convention avec l'ARCOM, avec le CSA devenu ARCOM, nul ne s'est élevé. Les syndicats, et notamment le SNJ-CETU, je les ai interpellés, il m'a dit, on a fait un tweet, très bien. Les hommes politiques se sont tus, les journalistes se sont tus. Mieux, maintenant, ils ont réclamé la disparition et la censure de CNews. Alors, une fois, c'est l'ennemi de l'extérieur, de l'étranger, le parti de l'étranger. Puis, c'est la cinquième colonne, l'ennemi de l'intérieur. Et puis, tout le monde pense qu'il va s'en absoudre, y échapper, passer entre les gouttes. Et puis non, vous voyez, la censure rattrape tout le monde. Aujourd'hui, on peut être placé en garde à vue, tiré du lit le matin à 6h avec 15 policiers armés jusqu'aux dents parce qu'on a laissé un message anodin sur un ancien portable du président de la République, à faire classer sans suite, ça c'est Marc Doyer. Mais aussi notre pensée, nos paroles peuvent être criminalisées. On peut être président de groupe à l'Assemblée nationale, président d'un parti, sur le sol européen ou en France, et ne pas avoir le droit de s'exprimer. Et je dis que tout ça est devenu très très préoccupant. On donne beaucoup de leçons de démocratie au monde entier. On ferait bien de balayer devant notre porte. Voilà ce que j'ai à dire, et je le dirai toujours. Merci Didier Maisto, on passe à la vidéo. Vue de haut. Un tweet, une polémique. L'annonce de la paternité de Simon Porte et Jacques Mus, deux hommes mariés, désormais parents ou propriétaires de deux enfants conçus par GPA, a fait réagir Marion Maréchal qui leur a répondu sur X « Où est la maman ?» Marion Maréchal s'est alors pris une avalanche d'insultes et de menaces. Le député Clément Beaune a réagi en écrivant « Jamais la dernière pour un propos dégueulasse sur une famille et des enfants ». La ministre Prisca Thévenot également qui écrit « Cette homophobie décomplexée est hallucinante. Aujourd'hui nous fêtons les 11 ans de l'adoption du mariage pour tous. Une grande victoire pour l'égalité » et de conclure « Continuons à nous mobiliser contre toute forme de discrimination et pour garantir les droits de tous les citoyens. Les droits de tous les citoyens, sauf des bébés nés de GPA qui, eux, n'auront jamais le droit de connaître leur mère. » Et on en parle ce matin avec notre journaliste partenaire Didier Maisto et notre invitée, la présidente du syndicat de la famille, Ludovine de la Rochère. Bonjour madame. Bonjour. La réaction de Marion Maréchal, qui, je le rappelle, est tête de liste Reconquête aux élections européennes, était-elle maladroite ? Elle n'était pas du tout maladroite, elle était tout simplement juste. Elle faisait le constat factuel que dans cette photo prétendument de famille, il n'y avait pas de maman. Et évidemment, ces deux petits bébés ne sont pas arrivés de nulle part, ils ne sont pas sortis de la cuisse de Jupiter. Ils ont bien une maman, comme toujours. Et il est frappant de voir que dans le cadre de la gestation pour autrui, la mère des enfants ou de l'enfant est systématiquement effacée, invisibilisée, comme diraient les féministes. Et la gestation pour autrui, dans tous les cas, est absolument inacceptable. Mais en plus, en l'occurrence, dans ce contexte précis d'un couple de deux hommes, les enfants sont privés même d'une mère adoptive. Ils n'ont pas de maman. Ces petits bébés n'ont pas les bras, la tendresse d'une mère. Quelle tragédie, quelle tristesse. Et comment une Prisca Thévenot peut-elle ne pas s'en attrister, s'en affliger pour eux. C'est pour moi difficile à comprendre. Une maman, c'est
tellement important. Et évidemment, ils en ont une, mais ils lui ont été arrachés, comme ils ont été arrachés d'ailleurs à leur pays de naissance. La GPA, c'est un trafic international d'êtres humains. Oui, parce qu'on peut rappeler que c'est interdit en France, justement, et les réactions de plusieurs ministres ont fait sourire certains opposants à la GPA, puisque cette pratique donc n'est pas légale ici. Emmanuel Macron l'avait écrit lui-même pendant mon quinquennat, la GPA restera interdite en France, c'est une question d'éthique et de dignité. Ça vous rassure ? Alors, la situation est un peu plus complexe, malheureusement. C'est absolument interdit en France, en effet, mais les Français, il n'est pas interdit aux Français d'aller recourir à une mère porteuse à l'étranger dans un pays où c'est légal. Vraisemblablement, c'est ce que ce couple d'hommes a fait. Autrement, ils ne se seraient pas vantés de leur GPA, parce que vraiment en France, c'est absolument interdit. D'une certaine manière, la France, par là, elle signifie que on n'exploite pas une femme française. Emmanuel Macron parlait de marchandisation humaine, ce qui est exact. Mais la dignité des femmes à l'étranger, peu importe. Donc déjà, c'est tout à fait stupéfiant. C'est tout à fait contradictoire et tout à fait scandaleux. Par ailleurs, puisqu'il y a des Français qui vont à l'étranger commander un bébé et se le faire livrer, se pose la question des retranscriptions des actes de naissance. Et là-dessus, il y a une longue bataille depuis plus de 10 ans maintenant, et sur laquelle nous sommes plutôt bien placés. La France a plutôt, fait preuve de plus de fermeté aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et là-dessus, la Manif pour tous, aujourd'hui le syndicat de la famille, ont eu un rôle assez déterminant, parce que nous bataillons pied à pied pour empêcher cette revendication de retranscription systématique des actes de naissance qui reviennent à une reconnaissance de fait de la GPA. Alors, il y a des contournements, il y a des tentatives de tous les côtés, etc. Mais pour le moment, ça a même donc été renforcé depuis la loi de bioéthique de 2021. Il n'y a pas de retranscription systématique des actes de naissance. Didier Maistre. Oui, bonjour Ludovine de la Rochère. Bonjour. Effectivement, cette polémique a été lancée, non pas, il faut le dire, par Marion Maréchal, mais par les gens qui ont réagi et qui l'ont accusée d'homophobie. Peut-être faudrait-il rappeler que la GPA touche en majorité des couples hétérosexuels avant même les couples homosexuels. Donc ce n'est pas du tout la question, et je crois que vous l'avez soulevé, la question est celle non seulement de la privation de la mère, parce qu'on va acheter, on va louer un ventre, disons-le clairement, un utérus, pour pouvoir se reproduire soi-même. Il y a 4000 enfants à adopter chaque année en France, mais on s'aime tellement, on est tellement dans la perversité narcissique qu'on veut reproduire son image. C'est un coût de, au bas mot, minimum 100 000 €. Il y a des assurances, évidemment, c'est de leur minimum, c'est 120, 150 parfois. Il y a une tentation, même pas une tentation, on va vers l'eugénisme. Parce que si on n'est pas content du gamin qui a été fabriqué, on vous le reprend, on le met dans un orphelinat. Ça, c'est aux États-Unis, mais c'est aussi en Ukraine. Alors, je voudrais vous entendre parce que François-Xavier Bellamy s'est bien battu, il faut le dire, par un amendement à l'automne au Parlement européen. Et il y a 48 heures, la loi, une directive a intégré avec tous les groupes, y compris les groupes de gauche et même les groupes politiques les plus à gauche du Parlement européen, les féministes, tout le monde a voté avec pratiquement une écrasante majorité le fait d'inscrire la GPA dans la traite des êtres humains, comme la traite des êtres humains, comme par exemple la prostitution. Et dans ce combat, nous avons vu émerger Olivia Morel, figure assez extraordinaire, qui pour la première fois, on a entendu un enfant né de la GPA dire ce que ressentaient les enfants aussi nés de la GPA, qui n'avaient plus de racines, qui ne pouvaient pas se construire et qui développaient tout un tas de maladies, notamment des pathologies mentales. Enfin, ça fait beaucoup de questions, mais je voulais aussi, en préalable, poser les choses, parce qu'on raconte tellement n'importe quoi sur ce sujet qu'il me semble utile de savoir de quoi l'on parle exactement. Et du coup, quelle est la question, Didier Maistre ? La question, c'est que pensez-vous de cette directive ? Pensez-vous que nous avons là préservé toute chance, tout risque de GPA dans le futur ? Ou est-ce que les choses sont encore fragiles et que c'est un combat permanent, quoi ?
Alors cette directive sur la traite humaine, effectivement, a été mise à jour. Elle date de 2011. Elle a été mise à jour en incluant la gestation pour autrui. Mais en incluant la gestation pour autrui forcée. Ça veut dire que c'est une formule extrêmement ambiguë en vérité. Alors c'est une bonne nouvelle que la gestation pour autrui, malgré tout, intègre bien sûr cette directive. Une directive, elle est contraignante et elle est supposée être retranscrite dans les législations nationales. Sauf que donc on parle de GPA forcée. Alors vous et moi, on a bien compris que toute gestation pour autrui est forcée, puisque soit la mère est exploitée parce qu'elle est vulnérable économiquement et socialement, soit elle est manipulée et on lui fait croire qu'il serait altruiste de porter un enfant pour des tiers, si ce n'est que ça n'a rien d'altruiste, ni pour elle-même, ni pour l'enfant concerné, évidemment. Donc toute gestation pour autrui est forcée, sauf que ça n'est pas le point de vue d'un certain nombre de militants pro-GPA qui, eux, prétendent que certaines femmes sont consentantes. Et quand on voit ce vote à la quasi-unanimité, on comprend bien que parmi les votants, il y a donc les militants pro-GPA, il y en a un certain nombre à gauche et il y en a à Renew, qui est l'équivalent de Renaissance pour faire court au Parlement européen. Eux aussi ont voté en faveur de cette décision. Ça veut dire qu'ils se disent que ça ne va guère les gêner. C'est donc pour le moment très restrictif, trop restrictif, mais il y a quand même ce point ou cette possibilité de faire valoir, mais il va falloir faire œuvre de beaucoup de pédagogie, de beaucoup de témoignages, de beaucoup de compétences et de beaucoup d'énergie. Et nous le ferons, bien entendu, les uns et les autres, pour qu'on comprenne bien que gestation pour autrui égale exploitation, égale chosification, mais égale aussi mère forcée, femme forcée, de telle ou telle manière. Le texte précise d'ailleurs aussi, il indique également gestation pour autrui quand la femme est forcée et quand il y a ruse. Alors en droit anglo-saxon, en droit français c'est un peu surprenant, mais en droit anglo-saxon, ça signifie qu'il peut y avoir une tromperie et par exemple, on n'a pas dit à la femme quelles seraient les conséquences. Or, les conséquences de la gestation pour autrui, évidemment, les mères porteuses ne sont pas prévenues, et deux, elles sont majeures à tous égards. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait M. Maisto, la gestation pour autrui, elle n'implique pas seulement l'utérus d'une femme. La maternité, elle concerne toute la femme dans toutes ses dimensions, bien entendu charnelle, mais aussi psychique, affective, et j'allais même ajouter spirituelle. Alors cette polémique... Oui, et puis je voudrais aussi insister, parce que vous en avez parlé, le fait qu'il y a un certain nombre de people qui viennent à la télévision s'exprimer, parler finalement de leurs caprices, c'est le droit à l'enfant, il n'y a pas de droit à l'enfant, il y a des droits de l'enfant, mais ils viennent dire qu'eux, ils respectent la loi, que c'est légal, puisque depuis la directive Taubira, on s'en souvient, au début des années 2010, effectivement, les enfants nés par GPA, on les régularise d'une certaine manière en France. Donc c'est par ce biais-là qu'ils se tranquillisent d'une certaine manière, par exemple avec des législations beaucoup plus souples comme en Grèce ou aux Pays-Bas, même si des réseaux et des cliniques sont démantelés, notamment en Grèce récemment. C'est par là, effectivement, qu'ils introduisent ce biais, et c'est pour ça qu'il faut se battre sur le principe et sur l'abolition universelle de la GPA. Parce que chaque fois, on retrouvait des codicilles, des dièses et des bémols pour pouvoir finalement s'extraire de la loi générale. Alors, vous avez raison, en 2013, il y a eu la circulaire Taubira, que nous avions vigoureusement dénoncée, qui consistait à inciter les tribunaux à délivrer très rapidement aux enfants nés de GPA la nationalité française. Après, il y a donc la question de la filiation, c'est-à-dire reconnaître ou acter la naissance et la filiation, d'enfants qui ont un père biologique généralement bien identifié et faire croire et faire penser et inscrire à l'état civil français le ou la conjointe. Et c'est là qu'il y a une très longue bataille qui donc est plutôt n'est pas jouée du tout en défaveur pour le moment de la vérité de la filiation, mais qui est une bataille pied à pied. Et comme les projets PA n'arrivent pas à obtenir cette retranscription systématique des filiations d'état à l'état civil français, ils mènent désormais la bataille au niveau européen avec ce qu'on appelle le certificat européen de parentalité. Donc ça, c'est une invention de Ursula von der Leyen.
Ça consisterait à créer une sorte de super état civil européen, ce qui est tout à fait contraire aux traités européens, un super état civil, et un enfant qui naîtrait de gestation pour autrui en Grèce, eh bien, la Grèce pourrait établir pour lui un certificat européen de parentalité et celui-ci s'imposerait à tous les autres pays, y compris par exemple à la France ou à l'Espagne, qui interdisent la gestation pour autrui. Donc, ça viserait à imposer la reconnaissance de fait de la GPA dans tous les États membres de l'Union européenne. Et justement, dans les mois qui viennent, ce projet de certificat, il est en cours. Il lui manque encore une adoption par le Conseil de l'Union européenne. On va voir si ce traité, cette directive européenne qui considère que la GPA forcée est une traite humaine, on va voir si du coup ça met un coup d'arrêt ou pas à ce projet de certificat européen de filiation. Oui, là, ça changerait la donne. Qu'effectivement, ce certificat est en pause jusqu'à la date des élections, début juin. Après, peut-être que la majorité qui sortira des urnes incitera tout le monde à autre chose. Mais pour l'instant, ce certificat est en pause, effectivement. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est entre les mains des États membres parce que il a été, ce certificat, adopté par la Commission, adapté par le Parlement. Il doit maintenant être adopté ou pas par le Conseil de l'Union européenne. Vraisemblablement, il ne le sera pas, mais il y a des moyens de contournement là encore, puisqu'à chaque fois, les militants pro-GPA, woke, utilisent le droit, exploitent le droit dans toutes ses failles, et puis les tribunaux. Mais là, théoriquement, avec donc cette directive, l'Europe devrait dire il n'y a même plus lieu, et même au Conseil de l'Union européenne, de débattre de ce projet. Hélas, je crains que cette directive, pour le moment, ne soit pas suffisante, et il va falloir vraiment aller plus loin. Mais disons que c'est un pas dans la bonne direction. Ludovine de Larchat, vous parlez des militants pro-GPA, woke, etc., qui gangrènent le Parlement européen. Est-ce que vous parvenez justement à entrer dans ces instances et à essayer d'influencer ? Ou est-ce que c'est tellement tabou parce qu'on l'a vu pendant la manif, tout ça, c'est compliqué quand même. Vous avez raison, c'est compliqué. Alors, nous avons créé une association il y a maintenant presque 10 ans, qui s'appelle Your Pro Family, qui est présente à Bruxelles, qui est une association de droit belge d'ailleurs, une ASBL, qui est présente à Bruxelles et qui travaille auprès des institutions et des responsables et des élus et des députés européens. Et moi-même, en tant que présidente du syndicat de la famille et précédemment de la Manif pour tous, je vais régulièrement à Bruxelles. J'ai pu intervenir plusieurs fois dans l'hémicycle. Je rencontre des députés européens. J'ai été aussi à la Commission, j'ai été au Conseil de l'Union européenne. C'est à la demande des députés européens ? Alors, non, généralement, ça dépend des cas, mais souvent c'est nous qui demandons un entretien. Nous leur adressons des notes, un certain nombre nous leur adressons des informations, des notes de décryptage donc. Et puis nous organisons parfois des conférences, des interventions. Et il m'arrive d'être invitée sur tel ou tel sujet. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur la gestation pour autrui au Parlement européen. Et du côté du Conseil et de la Commission, si vous voulez, ce sont des organes qui sont très techniques, enfin qui se veulent très techniques, c'est-à-dire théoriquement, je dis bien très théoriquement, ils ne font pas de politique. En vérité, ils sont effectivement très très progressistes, mais ils ont charge de recevoir tous ceux qui, avec bien sûr la légitimité qui va bien, tous ceux qui ont à dire et qui ont à apporter sur le plan juridique, sur le plan technique. Donc il y a une confrontation qui peut être par exemple sur l'interprétation du droit, l'interprétation des conventions, l'interprétation des traités, mais nous avons la possibilité d'y être entendus. Et la question de la gestation pour autrui fait l'objet d'une bataille très intense, un peu comme en France depuis des années. En fait, en 2015 et en 2021, le Parlement européen avait condamné la gestation pour autrui. Et là, c'était bien d'une manière générale, donc sous toutes ses formes. Et puis, maintenant, il y a cette directive cette directive qui a pu évoluer dans le bon sens grâce à la mise à jour qui était à faire par l'Union européenne. Voilà, toutes les opportunités sont à prendre
et à exploiter. Quel est le groupe au Parlement européen qui est le plus sensible à ces questions? On a parlé de François-Xavier Bellamy qui a donc déposé cet amendement qui a permis cette directive européenne, mais et qui appartient en même temps au groupe d'Ursula von der Leyen. Donc il y a toujours ce paradoxe en fait entre. Alors le PPE, c'est un peu une auberge espagnole. Vous avez raison. Il y a d'ailleurs une majorité, on le sait à travers des votes divers et variés, dont celui sur le certificat européen de filiation. Le PPE est plutôt à majorité progressiste, mais pas que. Et on le voit bien avec François-Xavier Bellamy. Et puis vous avez du côté conservateur, du côté des autres groupes plus à droite, des positions, etc. Exactement, ECR, des positions qui sont plutôt raisonnables. Ouais. Alors, la difficulté, c'est que ces autres groupes ne sont pas la majorité. Même en se rassemblant, ils ne sont pas suffisants pour la majorité. Et eux ont du mal, ou sont même carrément dans l'impossibilité, à vrai dire, de faire voter des amendements. En revanche, ils peuvent soutenir des amendements. Par exemple, ça a été le cas pour celui dont on parlait à l'instant, dont François-Xavier Bellamy est à l'origine, et qui a inclus la GPA dans la directive. Didier Maistre. Oui, il nous reste un peu plus d'1 minute avant le flash, Oui. que je sais que Maud va nous rappeler à l'ordre. Alors voilà, non mais peut-être brièvement faudrait-il rappeler, parce qu'on a toujours un conte de fées avec des gens très propres sur eux, très sympathiques, avec des dents blanches brillants, 2000 feux sous leur maquillage télévisuel, en disant « Oh là là, c'est magnifique, regardez, notre enfant est beau, on l'aime. » Oui, d'accord. La GPA, c'est interdit en France, il faut le rappeler, maintenant en Union européenne. Il y a des pays qui s'y livrent sans aucun état d'âme. Celui qui a promu ça en France n'était autre que Pierre Berger, qui avait fait cette métaphore absolument horrible et terrible. Rappelons qu'il était la star des médias pendant des années, au même titre que Gabriel Matzneff. Il faut toujours rappeler un petit peu d'histoire. Il avait dit les ouvriers louent bien leurs mains à l'usine, les femmes doivent louer leur ventre. Donc on est bien dans la marchandisation des corps. La vie humaine n'a aucun prix, c'est un caprice. Et je le dis, il y a tout un certain... ça se fait par contrat, donc imaginez ce que ressent l'enfant qui est en âge de raison. Il le sent tout de suite, l'enfant, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque fois que vous parlez avec quelqu'un issu de GPA, il dit « J'ai senti tout de suite dans ma vie qu'il y avait un bug, quoi. Je ne ressens pas à mes parents, il y a des zones d'ombre. » Et puis on le sent au plus profond de soi. Et puis un jour, on est en âge de raison, on fait des recherches, on réalise et on apprend qu'on a été l'objet d'un contrat et qu'on a été arraché à sa mère biologique, qui malheureusement souvent n'a pas le choix, qui elle aussi est une victime, parce que ces femmes sont aussi des victimes. Et tout ça pour satisfaire les caprices d'une certaine, disons-le, bourgeoisie extravertie qui a vraiment envie de satisfaire son nombril, ses fesses et ses désirs les plus profonds. Non, mais parce que c'est ça, je le dis de manière crue. Je dois vous interrompre. La storytelling qu'on nous fait en face, c'est une belle histoire d'amour, mais la vérité, c'est celle que je vous dis ce matin. Merci Didier Maistre. On poursuit cet entretien. Je vous laisse répondre Ludovine de la Recherche juste après le bulletin d'actualité d'Erika. Il est 9h. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Ludovine de la Recherche, je vous laisse réagir à ce que disait Didier Maistre à l'instant. Oui, alors sur 2 points, pour revenir sur les excellents propos de Didier Maistre, je mettrai un petit bémol sur la question du caprice, c'est-à-dire que le désir d'enfant, il est très fort, il est très humain, il est inscrit très profondément en nous, et en soi, le désir d'enfant n'est pas choquant. Je ne dirais pas que c'est un caprice. Alors, il peut y avoir caprice quand une mère, une femme ne veut pas porter l'enfant parce qu'elle ne veut pas abîmer son corps, elle veut poursuivre sa carrière, etc. Le couple ne veut pas se déranger dans ses habitudes, que sais-je. Là, en l'occurrence, c'est bien un caprice, mais en soi le désir d'enfant est très humain, et j'insiste là-dessus parce que pour bien contrer et dénoncer la gestation pour autrui, il faut bien prendre en compte aussi la sincérité de ceux qui sont
qui veulent commander un enfant. Et ces personnes qui malheureusement osent commander un enfant, c'est donc cette commande d'enfant qui est scandaleuse. Oui. C'est pas le fait de désirer un enfant. Et cette commande d'enfant, elle est exploitée, ou plutôt, pardon, ce désir d'enfant est exploité par des militants, des marketeurs, des commerciaux, des intermédiaires qui font valoir une espèce de rêve à ces personnes qui, d'une certaine manière, sont elles aussi victimes. Leur désir d'enfant est exploité pour gagner de l'argent. Alors, eux-mêmes, du coup, deviennent des exploiteurs et c'est là qu'on rentre, en effet, dans un caprice et dans une monstruosité, c'est évident. Par ailleurs, juste un point précis qui est souvent pas connu du grand public et qu'il me semble utile de connaître. La gestation pour autrui, elle est également dangereuse pour la mère porteuse. Pour quelle raison particulièrement dangereuse ? Eh bien parce que l'enfant qui est implanté en son sein a généralement été conçu, donc avec une PMA, enfin même plus précisément une fécondation in vitro, une FIV, et généralement conçu avec les ovocytes d'une autre femme, le sperme de l'homme ou de l'un des hommes du couple, voire le sperme d'un donneur, enfin plutôt d'un vendeur d'ailleurs, parce que ce n'est pas des dons, ce sont des ventes, bref. Et ce bébé n'a donc aucun lien génétique avec la mère porteuse, ce qui conduit la mère porteuse, dès avant la grossesse et pendant toute la grossesse, à devoir supporter des injections d'hormones très importantes et quotidiennes, et pour éviter de perdre l'enfant. Par ailleurs, cela explique que cela en fait des grossesses à haut risque, avec un taux de mortalité plus élevé que la moyenne générale des mères, des futures mamans, et cela veut dire aussi des risques futurs pour leur santé. Et naturellement, sur ces points-là, elles ne sont pas mises au courant. Alors bien entendu, il y a par ailleurs tous les aspects dont on pourrait parler, des contrats qui sont passés, des conditions qui sont imposées, mais cela est plus connu puisqu'on en parle davantage dans les médias. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a tendance à parler essentiellement de l'aspect moral, financier, éthique, etc., mais pas de l'aspect sanitaire. Alors que cet aspect sanitaire est un autre aspect du problème, et une partie des féministes se battent contre la gestation pour autrui. Pour ma part, je ne comprends pas qu'elles ne se battent pas toutes contre la gestation pour autrui. Qui veut défendre la femme doit défendre la femme exploitée comme mère porteuse. Et d'ailleurs, qui veut défendre la femme devrait défendre les mères, mais ça fait longtemps que ce n'est pas le cas de toutes les féministes. Voilà, donc on voit bien que cette question de la gestation pour autrui, elle est très complexe, elle est très vaste, elle a aussi bien sûr de lourdes, graves implications pour l'enfant, cela a été dit par Didier Maisto. Elle a des implications sur la filiation qui sont stupéfiantes, parce qu'il y a la filiation bidon qu'on cherche à retranscrire, mais par ailleurs, humainement parlant, enfin, si on prend tous les aspects de la filiation humain et juridique, l'enfant peut avoir jusqu'à 6 parents, parce qu'il peut y avoir le père, enfin l'homme qui a donné ou plutôt vendu son sperme, la femme qui a vendu ses ovocytes, la mère porteuse, par la présomption de paternité, l'époux de la mère porteuse, en principe il est le père de l'enfant porté par la femme, et puis il y a les deux parents, les deux commanditaires. Donc on est à 6 personnes. Toute cette question de la GPA est assez stupéfiante, elle rassemble toutes sortes d'aspects de filiation fictive, d'exploitation, de détournement, enfin bref, et en même temps, comme dirait l'autre, et en même temps, la GPA, c'est tout simple, c'est l'exploitation d'une femme et la chosification de l'enfant. Et là est l'essentiel. Et toutes les histoires de retranscription, toutes ces manières bidons de faire avancer le sujet étape par étape sont des faux problèmes. Le seul vrai problème, il est humain, il est éthique. Didier Maisto. Oui, alors justement, vous insistez, je voudrais revenir sur ces 2 points qui me paraissent très importants, en commençant par le deuxième. Effectivement, les femmes ont des grossesses à risque. Les femmes qui font de la GPA ont des grossesses, mais vraiment, vraiment à risque, parce que les traitements sont très, très lourds, avec des injections d'hormones en permanence, avec des suivis pour le moins aléatoires. Et donc, on ne connaît pas à moyen et à long terme les implications sur leur propre santé. Grossesse à risque, mais aussi, on l'a dit, risque pour l'enfant d'un point de vue simplement médical, d'un point de vue humain, physique, physiologique, mais aussi psychique, beaucoup mental, psychique, etc.
Sur le désir d'enfant, évidemment, parce que c'est comme ça, c'est un désir, j'allais dire une loi naturelle. C'est comme ça que se perpétue l'espèce. C'est quelque chose qui nous transcende, qui existera toujours. On a envie de transmettre la vie. C'est au-delà même de la culture, c'est quelque chose de naturel. Je ne nie pas ce besoin-là et je reconnais que tout le monde peut l'éprouver. Mais je me suis penché, bien sûr, il y a la PMA, il y a la FIV, et si ça ne marche pas, je me suis penché, tiens, c'était intéressant de savoir combien d'enfants pouvaient être adoptés, étaient en voie d'adoption en France. Les derniers chiffres que j'ai trouvés actualisés datent de 2021, pardon, et c'est 3 925 enfants à adopter. 3 925 enfants. Pour 40 000 couples agréés en vue de l'adoption. Est-ce qu'il faut vraiment se battre pour la GPA, pour avoir une telle image de soi qu'on voudrait la reproduire à la postérité, pour justement, en donnant son sperme? Est-ce que ce n'est pas une folie? Est-ce que la folie n'est pas déjà dans ex abrupto, ex nihilo, dans ce premier geste-là, dans ce premier désir complètement dévoyé? Et il y a un côté en effet très narcissique à vouloir absolument commander un enfant qui sera conçu avec ses propres gènes, en tout cas pour ce qui concerne le père biologique. De facto, le désir d'enfant est, je le pense, incontestable. Pour autant, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas de droit à l'enfant. En revanche, l'adoption n'est pas forcément une solution. D'abord, moi, pour ma part, je pense qu'il n'est absolument pas souhaitable qu'un enfant soit adopté par un couple de personnes de même sexe, tout simplement parce que ça revient à le priver une deuxième fois de père ou de mère. Et par ailleurs, il y a désormais moins de 4 000 adoptions par an, mais pour 40 000 couples agréés en vue de l'adoption. Et donc l'adoption, les couples attendent parfois très longtemps, voire ne se verront jamais confier un enfant, parce qu'à l'international, il y a une baisse très importante du nombre d'adoptions, enfin du nombre d'enfants adoptés pour diverses raisons. En fait, il y a eu des trafics et des dérives, il y a eu une convention internationale qui a été passée sur l'adoption, qui a été ratifiée par de très nombreux pays, qui a été élaborée par la conférence de La Haye. Et donc, en fait, il y a beaucoup moins d'enfants adoptés. Et en France également, il y a beaucoup moins d'enfants à adopter. Mais je vous rejoins, la raison profonde de cette volonté de passer par la PMA sans père, par la PMA sans père ou la gestation pour autrui, qui, attention, sont des choses bien différentes les unes des autres, est très liée à la volonté de se reconnaître dans son enfant. Là aussi, ça s'entend humainement, mais pour autant, il n'y a aucun droit à l'enfant et aucun droit à bricoler la procréation et la filiation, c'est clair. Dans quel pays la GPA est-elle autorisée? Parce que ça, alors, on a un auditeur qui nous envoie des informations en même temps. L'Ukraine tient 25% du marché mondial sur la GPA. Oui, absolument. Et l'Ukraine poursuit malgré la guerre, poursuit plus que jamais. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils déplacent les mères porteuses dans les pays voisins, tout près de la frontière, pour continuer à exercer cette activité. D'accord. Il y a aussi la Grèce, il y a Chypre. Vous avez aussi des pays d'Europe comme la Grande-Bretagne ou la Belgique qui l'autorisent prétendument encadré. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Les encadrements sont en fait plus ou moins respectés. Et puis, elle est autorisée dans la plupart des États des États-Unis. Elle est autorisée dans certains pays d'Amérique latine. Et puis, elle est autorisée en Inde, au Cambodge, dans différents pays d'Asie. Après, on peut revenir à l'Europe avec l'Europe centrale et orientale. Il se trouve que les pays orthodoxes sont plutôt sans loi, donc ça se pratique, ou autorisant. La Russie, par exemple, il n'y a pas de loi sur la gestation pour autrui. Du coup, elle y est pratiquée. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, les églises orthodoxes ont considéré qu'en fait, c'était une façon de concevoir un enfant. Et donc, sans aller chercher plus loin, ils ont laissé faire. Et aujourd'hui, il y a un certain raidissement, notamment en Russie, de la part des autorités orthodoxes. Et puis, dans d'autres pays, je citais l'Inde, je citais la Thaïlande. Là, ce sont des pays où il y a tout le temps des allers-retours entre GPA commercial, GPA non commercial, GPA encadré plus ou moins sévèrement. Mais dans tous les cas, en fait, le principe même de la GPA est toujours identique, c'est-à-dire faire produire par une femme un enfant qui sera livré à des tiers. Donc, en fait, il y a une GPA. Et puis, Ludovine de la Rochère, c'est vrai que tout qualificatif qui vient après l'acronyme GPA, censé
l'améliorer, censé la rendre éthique et morale, est superflu. Parce que comment pouvez-vous avoir une GPA qui soit éthique, une GPA commerciale, ce qui reviendrait à dire qu'il existerait une GPA non commerciale. Ça n'existe pas, les GPA non commerciales. Alors, juridiquement, il y a des nuances, mais dans les faits, ça... Alors d'abord, juridiquement, il y a des nuances, c'est-à-dire qu'il y a des GPA prétendument éthiques. Ouais. Évidemment, GPA et éthique sont des mots qui, sont qui constituent un oxymore. Néanmoins, pour bien se battre contre la gestation pour autrui, pour bien argumenter, j'allais dire, puisque malheureusement autour de nous, il y a une vraie pression en faveur de la GPA, c'est bien de savoir qu'il y a une prétendue GPA éthique qui consiste en vérité, c'est une seule chose, à ne pas payer la mère porteuse. Donc tout le monde gagne de l'argent, sauf elle. Elle est simplement indemnisée. Et dans les pays où il y a cette prétendue GPA altruiste ou éthique, la mère porteuse, elle est parfois réellement seulement indemnisée, comme en Grande-Bretagne. Et parfois, cette indemnisation est en réalité carrément un salaire. Mais quoi qu'il en soit, cela ne rend pas la GPA plus éthique, naturellement. Mais simplement, je pense que c'est bien utile de connaître les différents arguments qu'il peut y avoir chez les pro-GPA afin de pouvoir les analyser et y répondre. Et j'allais ajouter une autre chose, c'est que, en vérité, sauf une ou deux exceptions, les pays qui ont légalisé la GPA ne disent jamais que c'est une GPA commerciale. Par exemple, en Ukraine, la GPA commerciale est interdite. En vérité, tout le monde sait, il est visible et de notoriété publique, que c'est tout à fait du commerce. Alors l'Ukraine était connue pour être un pays avant la guerre assez corrompu, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais néanmoins, les militants de la GPA prétendent toujours être opposés à la GPA commerciale. Didier Maisseau, je vous laisse poser la dernière question. Aussi, j'avais commencé avec Olivia Morel, peut-être qu'on va conclure puisque le temps qui nous est imparti est court. Elle-même avait dit que elle voulait se rendre en Ukraine pour enquêter sur les orphelinats, puisqu'après les enfants qui ne sont pas placés ou qui ne conviennent pas sont placés dans des orphelinats, et elle a été menacée en lui disant tu vas recevoir une balle dans la tête si tu t'intéresses à ce qui se passe en Ukraine. Voilà, il faut quand même que cela aussi soit dit, puisque sur la ligne droite on dit tout et on n'oublie rien, on ne ment pas non plus par omission. Voilà. Merci beaucoup Didier Maisseau, merci Ludovine de la Rochère d'avoir répondu à notre invitation, et j'invite nos auditeurs à se renseigner davantage sur cette GPA, notamment sur votre site, je crois. Voilà, sur le site du Syndicat de la Famille, où vous trouverez, où les auditeurs trouveront toutes les informations à connaître sur la gestation pour autrui, et même un vrai du faux, puisque c'est un sujet un peu complexe quand on veut rentrer dans un débat ou une argumentation. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère, à bientôt.